car j'en ai encore plein la tête. Le refrain d'un accordéon s'est glissé sous mon édredon. Les fées se sont penchées sur moi et elles m'ont vacciné à la Java. Je suis un enfant du bal musette, un orphelin de la Java, un vagabond de la chansonnette, du petit vin blanc et du lilas. J'ai enlacé sous les tonnelles des filles qui étaient faites pour l'amour, et j'ai sifflé les ritournelles qui ont bercé mes plus beaux jours. Oh. Julot a des ennuis, il a trouvé du boulot. Maintenant c'est bien fini, les 7 jours de repos. À 7 heures du matin, il y a son réveil matin qu'il envoie au turbin pour se salir les mains. Tout ça pour qu'il ne risque pas que le fisc confisque et lui pique son fric qu'il avait gagné à la sueur de sa sœur, qui s'en peur à n'importe quelle heure sur tous les trottoirs de la ville, à guichet le client difficile, et pour Julot gagner de l'or en vendant des fleurs. Ah, il était marqué par le destin. Ah, on l'appelait Jules au poil dans la main. À force d'en entendre des chansons, j'en connaissais plein. Alors j'ai eu 2 débuts dans la chanson. J'ai eu le début de l'amateur. Très jeune, mon frère, et un copain qui est toujours vivant d'ailleurs, qui s'appelle Kléber. Lui et moi et mon frère, nous donnions des spectacles tous les 14 juillet dans notre cour. Des spectacles qui duraient, à l'époque le 14 juillet, duraient 3 jours. On avait obtenu l'autorisation de la concierge en lui offrant des marguerites qu'on allait cueillir dans le bois de Vincennes, et puis 2 bouteilles de bon vin bien râpeux qu'elle aimait. Et on savait que quand elle avait bu ces bouteilles, elle dormait, elle piquait du nez, et on était tranquille. Le chanteur, c'était Kléber. Le rimeur, c'était mon frère. Et le siffleur, c'était ma pomme. On n'était pas encore des hommes. 3 petits gamins, mon frère, Kléber et moi. Quand venait le 14 juillet, on était toujours fin prêt à balancer la chanson tendre. Toute la rue venait nous entendre et applaudir mon frère, Kléber et moi. On était les rois de la cour, au fond. Alors, on mettait des guirlandes quand même. On faisait avec du papier, on collait, et puis on décorait. Et puis, alors, il y avait, comme scène, on avait les tonneaux de Monsieur Richard, le marchand de vin du coin, d'à côté, quoi. Et puis, alors, on commentait nos trucs, et chacun avec notre petit répertoire, quoi. Peut-être le sais-tu pas, mais moi, j'étais chanté tout seul dans les rues, à votre insu, parce que je voyais ces petites pièces tomber. Je me disais, mais pourquoi pas en profiter? Je me souviens, j'avais été du côté de la rue d'Aval. Tu vois où c'est, hein, c'est très loin, un peu plus loin de chez nous, de façon à ce que personne ne me reconnaisse, et je chantais toutes les chansons que tu connaissais, que je connaissais. Et il m'est arrivé, j'ai reçu une grosse pièce de 10 centimes en bronze, et cette pièce a atterri ici sur mon front, m'a ouvert le front, la peau du front, bien sûr. J'ai commencé à pisser le sang, j'ai commencé à pleurer, ce qui faisait un bouillon, un mélange de larmes et de sang qui était tout barbouillé. Les gens autour de moi commençaient à faire des commentaires. Pourquoi il ne va pas à l'école? C'est un petit salaud, il finira sur l'échafaud. Puis il y a un flic qui est arrivé. Il m'a emmené chez le pharmacien. On m'a fait un pansement. Et le flic m'a ramené à la maison. Alors là, le scandale. Parce que ma mère ne savait pas que je faisais ça. Le scandale. Pendant 1 mois, maman a refusé de me parler. Mais moi, j'avais pris goût à ça. Je devais avoir... Moi, je suis né en 17. J'ai dû commencer à l'âge de 10 ans. Voilà, c'était en 1927. Nous avons eu la chance d'entrer dans un groupe d'amateurs qui s'appelait le groupe Mars. Je ne sais plus en quelles circonstances, je crois que le club sportif auquel nous avions adhéré, qui s'appelait le Club pédestre de l'Étoile Rouge, rue Keller, je crois que le club sportif avait en même temps des accointances avec les milieux intellectuels. Et il cherchait des jeunes gens plein de vie, parce que nous étions plein de vie à l'époque,
audacieux, ayant de l'initiative, pour entrer dans un groupe de théâtre amateur qui se fondait dans chaque quartier. Vous étiez ensemble, toi tu étais au groupe Mars et Maurice était au groupe Octobre. Et moi, avec mon frère David, nous étions au groupe 12, qui était d'ailleurs chapeauté ou parrainé par Jacques Chaban. Oui, bien. C'est vrai. Alors, l'AFTOF, c'était la Fédération du Théâtre Ouvrier de France, et c'était quelque chose de très intéressant, parce que ça permettait à des jeunes comme nous de parvenir à une certaine culture. Ça, c'est important. Qu'en dis-tu? C'est exactement ce que j'aurais dit. Tu vois. Exactement ça. On n'a pas répété. Hein. Alors, il faut dire que le groupe Octobre, dont voilà un brillant représentant, était vraiment le groupe le plus prestigieux, le groupe phare, qui était dirigé par, enfin, qui était chapeauté, animé par Jacques Prévert. Mais je crois que Maurice, tu pourras nous en parler. Ça a été pour notre génération quelqu'un dont on attendait l'oracle. On disait, mais qu'en penserait Jacques de ça? Et on n'était jamais déçus. Il a écrit pour le groupe Octobre les premiers textes parlés, les chœurs parlés, et puis ses premières pièces, ses premiers poèmes. On a eu la chance, effectivement, nous, d'avoir ce phare qui était Jacques Prévert. On a tourné La vie est à nous. Le groupe Mars est dans un bistrot. Et il chante Amis, entends-tu dans la plaine siffler les fabriques et les trains. Allons au devant de ma blonde, allons au devant du matin. Les jeunes s'élancent en chantant, bientôt une nouvelle jeunesse viendra au devant de nos rangs. Je suis obligé de dire chaque fois que... Tu vois, le mec là au bout, c'est moi. Hop, il s'est passé. Il faut faire arrêt sur image. Je sais que je me suis cherché, mais j'étais très de profil, on ne me reconnaît pas. Autour de Prévert, il y avait des personnages assez extraordinaires. Je pense à Paul Grimaud. Oui, Paul Grimaud, qui était vraiment un colosse d'une douceur angélique. Et je me souviens, quand mon frère et moi, on commençait à chanter, on chantait très mal. Et Hitkin, qui dirigeait le groupe Mars, disait « Vous devriez prendre des leçons de chant ». Et très sérieusement, il avait pensé au problème. Un jour, il a dit « Je vous ai trouvé un professeur de chant ». Et il nous envoie chez Paul Grimaud. Oh non! Je ne savais pas que Paul Grimaud était professeur de chant. On arrive chez Paul Grimaud, avenue de la Sœur Rosalie, on sonne, et on entend « Qui c'est ?» On dit « C'est les frères Mars de la part de Prévert, de la part de Sylvain Hitkin. Passez par la fenêtre. » Alors, on sort dans la rue, on voit une fenêtre, on grimpe, on entre dans une pièce enfumée, et il y avait Paul Grimaud, assis en tailleur, avec une guitare, avec à côté de lui un Tahitien. Je ne sais pas si tu te souviens de... Enfin, ils avaient un bon copain, il jouait de la guitare, et il buvait des martinis, du Pernod, enfin, il buvait, il fumait, et il nous fait signe de nous asseoir. Et on a passé 4 heures à les écouter chanter, à fumer, à boire, et ça a été notre première leçon de chant. À l'époque du groupe Mars, tu écrivais déjà des chansons? Non, pas encore. Tu as écrit beaucoup plus tard. Moi, j'ai écrit quand je suis entré dans une salle de spectacle comme spectateur, que j'ai vu un chanteur que je n'avais jamais vu de ma vie, qui s'appelait Yves Montand. Et quand j'ai vu ce chanteur qui chantait d'une façon tellement différente de tous les chanteurs que j'avais vus, j'ai été jaloux, j'ai été amer. Et puis tout à coup, je me suis dit, je veux participer à son travail. Et c'est à partir de ce moment-là que ça m'a déclenché l'envie d'écrire des chansons. La route est un long ruban qui défile et se perd à l'infini, loin des villes, loin des villes. Le routier à son volant qui trépide, n'a jamais le temps de regarder dans le fond. Si tu veux vivre longtemps, attention à ton volant, car la route se défend. Si tu rêves un seul instant, un jour, je suis entré dans un music-hall, j'ai vu Yves Montand, moi j'ai reçu... Vraiment, il m'a mis KO. Je me suis dit, mais je vais écrire des chansons pour ce mec-là. J'en avais jamais écrit une de ma vie, j'avais jamais fait un poème, j'avais jamais rien fait de ce genre. Ce qui était prétentieux, mais c'était comme ça. J'allais écrire des chansons pour ce mec-là, ai-je dit. Et puis, un jour,
dans ma tête, ça s'est déclenché. Qu'elle était verte, ma vallée, qu'elle était douce à regarder. Il faisait bon y travailler, il faisait bon s'y reposer. Ah, je dis, tiens, j'ai quelque chose, ça me plaisait. Alors, fallait le noter. Mes connaissances en solfège étaient vraiment tout à fait rudimentaires. Je ne pouvais écrire qu'en blanche. Alors, je n'avais pas de papier à musique, j'ai tracé sur du papier ordinaire des portées musicales, et puis j'ai écrit les notes qui me semblaient être... mais tout en blanc, tout en note blanche. Bon, j'ai terminé la chanson, après il m'est venu Bal Petit Bal, j'ai fait la même chose, je fais une dernière démarche, j'appelle Jacques Prévert, et je lui dis, Jacques, je voudrais que tu me rendes un grand service, je voudrais te chanter des chansons que j'ai composées, et je voudrais simplement que tu me dises ce que tu en penses. Et je lui chante a cappella, les chansons, je ne m'accompagnais même pas à la guitare. Il les écoute vraiment attentivement. Il me dit, écoute, moi je les aime, mais j'ai l'impression que c'est très important pour toi. Je ne voudrais pas te dire n'importe quoi, parce que, en fait, je ne m'y connais pas, je ne voudrais pas me tromper. On va demander son avis à un gars qui s'y connaît. Il décroche son téléphone, il appelle Yves Montand. 1 heure après, j'étais chez Montand. J'ai commencé à lui chanter qu'elle était verte, ma vallée. Puis après, je commence Bal, petite balle, où je t'ai connu. Il m'arrête. Il me dit, t'en as beaucoup comme ça? J'ai dit, écoutez, je suis sûr que tant que je sentirai chez vous le désir de chanter ces chansons, moi, je suis capable de vous en faire. Il m'a dit, alors écoute, tu t'écris, et le premier à qui tu demandes, c'est moi. Si tu vois à l'horizon des mirages, c'est le moment de faire attention, car il y a de sacrés virages. De temps en temps, il y a des villes, on y dort, tout est tranquille, tu les réveilles en passant, dans ton gros camion hurlant. Le copain dans la couchette te rêve au-dessus de ta tête. Si le temps te paraît long, allume une cigarette. Tous les jours de la semaine et par n'importe quel temps, ta route est toujours la même pour livrer ton chargement. Si tu veux vivre longtemps, attention à ton volant, car la route se défend. Pour moi, ce métier, avec Montand, a eu un aspect magique qu'il n'a pas tous les jours. Quand je quitte l'univers de Montand, je retrouve un autre univers, pas désagréable, mais pas aussi chaleureux, pas aussi enchanteur. J'arrivais chez Montand avec une chanson sous le bras, et puis je lui jouais. Quand ça lui plaisait, il me disait rejoue-la moi. Quand ça lui plaisait vraiment, il demandait à Bob Castella de vraiment la jouer, mais bien la jouer, car moi, vous avez pu vous rendre compte de mes talents pianistiques à l'époque. Je jouais encore moins bien qu'aujourd'hui. Et à ce moment-là, la chanson, c'était gagné pour moi. Et quand ça lui plaisait moins, alors là, je me souviens par exemple la chanson à Paris. Je l'ai amené un jour à Paris. Je fais à Paris, quand un amour fleurit. Il y avait son guitariste, Henri Crolla, qui était un copain plein d'humour, une sorte de clown, de farfadet musical. Et tous les deux s'entendaient comme vraiment larron en foire. Et ce jour-là, ils avaient décidé de me mettre en boîte, gentiment. Alors, Montand écoute, il dit, oh, une chanson sur Paris. Et Crolla dit, mais des chansons sur Paris, tu sais, Francis, on en a écrit beaucoup. Je dis, je sais, c'est pas la première. Et puis me dit Montand, ça monte haut. Puis il dit Crolla, et puis ça descend bas. Et puis, Paris, et puis c'est pas original. Non. Ben, je dis, qu'est-ce que j'en fais? Il m'a dit, tu la fous aux chiottes. Et un jour, le hasard, ou le hasard provoqué par mon éditeur, fait que j'ai un rendez-vous avec Édith Piaf. Je lui chante à Paris, elle m'a dit, écoutez, je ne comprends pas, vous avez un chef-d'œuvre, et vous ne le montrez pas. 3 jours après, Montand m'appelle. Il me dit, t'as donné une chanson à Édith? Ah bon? Viens me la chanter. Alors, je vais chez lui, il habitait place Dauphine. Je lui joue la chanson, il me dit, ah, elle est belle quand même. Non, tu sais, je l'ai mal écoutée. On t'a mis en boîte avec Crolla. Je dis, oui, je sais, mais je l'ai donnée à Édith. Il dit, écoute, il faut que tu la reprennes. Il prend le téléphone devant moi, il appelle Piaf. Il dit, ma chérie, tu sais, Francis Lemarque, c'est un jeune, il débute, il m'a montré une chanson, je l'ai mal écoutée, mais il te l'a donnée, et puis il peut pas te la reprendre, c'est vrai, c'est moi qui te la demande, parce que... Ah, t'es un amour, je t'embrasse. Il raccroche, il me dit, voilà.
Or, elle m'avait dit à moi qu'elle ne le lui rendrait pas, puis à lui, tout de suite, elle a lui rendu. Elle est devenue, grâce à lui, une chanson qui a aussi fait le tour du monde. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la scène. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Mais là, l'ennui à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. À Paris, c'est à 3 temps. Alors, à Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, 15 mesures. Donc, c'est un chiffre impair. Or, pour qu'une chanson tourne bien, que ce soit une valse ou un foxtrot ou un tango, il faut que le refrain s'étende sur 16 mesures. Moi, le refrain de À Paris n'a que 15 mesures. Donc, tous les accordéonistes me disaient, mais elle boite ta chanson, elle est boiteuse. Et moi, j'avais fini par le croire, mais je voulais pas je voulais pas la démolir. Voilà, je voulais la garder telle qu'elle était. Et je suis en train de me demander si le fait qu'elle ait connu du succès, bien qu'elle soit boiteuse au départ, n'est peut-être pas ce qui manque à certaines chansons. Peut-être que ce petit côté non voulu, mais que j'ai pas voulu démolir, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, je sais que c'est une chanson qui maintenant, plus personne me dit elle boite, on dit elle est formidable, elle tourne. Les chansons de Francis, c'est des chansons qui sont rentrées dans l'univers quotidien de tout le monde. Et puis il y a eu des chansons qui ont été très fortes, des chansons qui étaient interdites comme Quand un soldat. Je sais pas, c'était vraiment des chansons qui étaient populaires et en même temps qui s'adressaient à tout le monde, quoi. Longtemps, quand il y avait une chanson qui lui plaisait vraiment et qu'il y avait un mot à changer, là on travaillait. Là il me disait tu rentres, tu m'amènes la chanson. Ou alors quand je lui donnais, par exemple, un jour je suis venu chez lui et j'avais en tête fleureau, fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je dis, c'est une chanson que je sais pas, j'ai commencé ça. Il m'a dit, tu rentres chez toi, tu l'as fini, et dès que c'est terminé, tu m'appelles à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et il était 4 ou 5 heures du matin quand j'avais tout à fait terminé. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, appelle-moi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je pourrais attendre 10 h, 11 h. Or, à 6 h du matin, je l'ai appelé pour voir comment il allait réagir. Alors le téléphone sonne, j'entends une voix ensommeillée qui fait « Allô ?» Je dis « Bonjour Yves, c'est Francis. » Je dis « Pas con, il me dit « T'es pas con, qu'est-ce qui te prend de m'appeler à cette heure-ci? T'as pas vu l'heure ?» Yves, je lui dis « J'ai terminé la chanson. » Il a un long silence, il m'a dit « Allez, arrive tout de suite. » Et j'étais chez lui immédiatement après, en robe de chambre, lui et moi habillé naturellement. Puis je lui ai joué la chanson, puis rejoué, puis il a chanté, puis il a rechanté. Et il est tombé amoureux de cette chanson. Fleureau, fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. C'est un de petits jeux qui
regarde. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre, ce fut des serments d'amour. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. De jour et nuit, je pense à toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Je lui ai envoyé la chanson, elle m'a envoyé un télégramme de remerciement, ce qui prouve que les vedettes du temps passé avaient une façon de remercier les auteurs qui n'existent plus aujourd'hui. Je suis un auteur qui a été comblé parce que quand j'ai commencé à écrire mes chansons, il y avait des dizaines et des dizaines d'interprètes, et le nombre d'interprètes qui me demandaient des chansons, écoutez, René Lebas, Patachou, Yvette Giraud, Piaf, Maurice Chevalier, Montand, Montand qui était le plus important, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, Armand Mestral, les compagnons de la chanson, enfin pratiquement tous les chanteurs et chanteuses qui existaient au moment où j'écrivais mes chansons, c'est-à-dire entre 48 et 60, je peux dire que j'ai travaillé presque pour tous les artistes qui défendaient la chanson française à cette époque. Patrice et Mario, Tino Rossi, enfin vraiment, Lynn Renaud, Joséphine Becker, enfin oui, j'en oublie. Hein.